Hello. Allô? Oui, OK. Là, est-ce que tu présentes? Oui. OK. Donc, bonjour à tous. Nous sommes déjà 12 participants. Vous allez me donner une seconde que je puisse régler un petit problème technique, pas un grand problème, juste le temps que je puisse lancer la diffusion. Donc, pendant que je fais cette division, je vous souhaite déjà bonjour à tous et bienvenue dans notre café rencontre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très intéressant, le thème sur les relations intrafamiliales. Et nous avons une invitée qui est Paula Alphonse qui va pouvoir nous entretenir dessus pendant 30 minutes. Et les 30 minutes qui vont suivre, nous allons passer à la phase questions-réponses. Alors, juste pour vous dire, ce café rencontre est organisé par la FIO que vous connaissez depuis 35 ans maintenant, qui s'occupe d'accompagner les femmes immigrantes dans la région de l'Outaouais pour éviter leur intégration. Donc, il y a plusieurs services que nous offrons. Je vais passer une seconde dessus. Le soutien psychosocial, le soutien à l'intégration sociale, les premières démarches d'installation, les cours de francisation que nous offrons à temps partiel, la fermentation de documents et le placement en garderie subventionnée. Alors, malgré la pandémie, on est toujours ouvert et on organise ces cafés rencontres justement pour pouvoir rester connectés avec vous et parler des sujets qui sont importants pour vous et pour nous. Donc, je vais laisser Paula se présenter et commencer sa présentation. Paula, c'est à toi. Bonjour, je me présente, Paula Alphonse, et je commencerai par peut-être partager sur écran certaines des choses que, bon, ça va très bien, ça n'a pas l'air de vouloir partager. Ah, intéressant, on va continuer et on s'essaie à nouveau. Les plaisirs du côté technique. Donc, comme je disais, je me présente et ce que je mentionnerai dès le départ, c'est que mon dada à moi, là, c'est vraiment de permettre à tous et chacun d'atteindre leur plein potentiel. Et ceci, je le fais depuis que je suis toute jeune, c'est-à-dire quelque part, pour moi, j'ai jamais aimé être acculée au mur. Donc, ce que ça m'a demandé tout au long de mon parcours de vie, c'est de m'assurer d'outiller, non seulement m'outiller moi, mais d'outiller les gens autour de moi pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions possibles dans nos situations respectives. Donc, si on continue, on va parler des relations intrafamiliales. Et quand on parle de intrafamilial, ça parle du petit nucléus qui est le père, la mère et les enfants. Mais ça demande aussi de tenir compte des dynamiques, la dynamique conjugale entre les parents, la dynamique parents-enfants et ainsi que la dynamique entre les enfants eux-mêmes. Donc, la famille dans son ensemble et on exclut dans l'intrafamilial les cousins, les oncles, les tantes et les parents de chaque côté de la famille.
Ce que je mentionne dès le départ, et puis vous le voyez sur l'écran, c'est que nous sommes tous des produits de notre environnement. Ce que ça veut dire, c'est que chacun de nous, quand on arrive, en tout cas les adultes, quand on arrive dans la famille, on amène avec nous certaines de façons de faire qu'on a vues ou observées ou pratiquées dans nos familles avant de former le nucléus. Et souvent, avant d'avoir des discussions claires, à défaut d'avoir des discussions claires sur les attentes de part et d'autre, on peut se retrouver des fois confinés dans des rôles qui ne nous convenaient pas parce qu'on n'a pas clarifié ces éléments avec notre conjoint. Ce qu'il faut noter, dans cette conversation, c'est que le leadership des parents va influencer la dynamique de la famille. Donc, si j'ai des choses avec mon conjoint qui n'avaient pas été réglées, si moi, en tant qu'individu, si je suis parent monoparental, j'ai des éléments qui créent des défis, bien, tout ça, ça va venir remonter en situation de confinement. Et quand on est pris d'une certaine façon dans une certaine réalité, le fait d'être ensemble 24 heures sur 7, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais ce que ça vient créer, c'est que tout ce qui n'avait pas été réglé avant vient remonter à la surface. Donc, qu'on parle de la dynamique que j'avais avec mon conjoint, qu'on parle de la dynamique que j'avais avec certains de mes enfants, ou encore de la dynamique qui était peut-être plus ou moins fonctionnelle entre les enfants, tout ça se retrouve à être un peu comme sous un microscope et on les sent de façon beaucoup plus intense. Donc, il faut réaliser dans cette conversation-là que ça ne veut pas dire que je ne fais pas mon travail adéquatement. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on revoie la façon dont on cohabite pour pouvoir mieux fonctionner. Donc, quand j'ai mentionné que le leadership des parents influence la dynamique familiale, ce qu'il faut noter, c'est que les comportements que je vais exhiber vont créer ou pas des défis dans la relation que j'aurai. Et ça vient dans le contexte que plus l'espace est étroit, plus le temps se prolonge, plus les émotions deviennent plus intenses. Donc, ce qui va arriver par moments, c'est qu'on aura l'impression que mon Dieu, au début, on était tout content, ça allait bien, on peut se lever quand on veut, maman, tu fais le déjeuner, blablabla, bla, bla, ça a l'air la vie parfaite, c'est un peu comme le début des vacances d'été. Et plus le temps se rallonge, plus on va commencer à voir que certains des comportements qui étaient peut-être défectueux vont commencer à apparaître. La bonne nouvelle dans cette conversation-là, c'est qu'on ne peut pas communiquer. Ce que ça veut dire là-dedans, c'est que indépendamment du fait que la personne veut ou pas communiquer avec vous, il y a des choses que vous connaissez de ces gens-là parce que ça fait partie de votre famille, vous les connaissez intimement, vous avez déjà vécu avec eux. Ce que ça veut dire aussi, c'est que comme ce ne sont pas des étrangers, ils vous ont passé des informations tout au long de votre processus. Donc, même si je ne sais pas pourquoi mon enfant est fâché dans ce dernier 10 minutes, je peux reconnaître que c'est un enfant qui, lui, normalement, quand il se lève tôt le matin, il n'est pas d'humeur. Donc, si je sais que cet enfant n'est pas d'humeur et que pour une raison ou une autre, il a été réveillé brusquement, ben, je dois m'attendre à ce qu'il y ait peut-être certaines difficultés. Donc, c'est reconnaître ces éléments-là et de savoir que chacun de vous va vivre son stress de façon différente. Et des fois, on oublie dans cette situation-là ce que les autres vivent et on se concentre sur ce que nous, on vit. Et moi, en tant que parent, il faut que je m'assure que ce que je crée dans mon environnement ne vient pas créer des stress additionnels pour les autres personnes dans la maison. Ce que je donne comme exemple ici, c'est que pour moi, ma réalité est qu'avec la quarantaine, mes enfants sont revenus à la maison. Mais là, on parle des enfants qui étaient à l'âge adulte et qui avaient leur espace séparé. Là, on se retrouve tous dans un même espace. Donc, il va falloir qu'on se
réapproprie les différents espaces et comme on dit, qu'on trouve une façon de s'apprivoiser l'un l'autre dans nos espaces différents. Parce que si j'ai l'habitude d'avoir un certain espace et que du jour au lendemain, ben là, je suis pris dans un espace qui est beaucoup plus restreint, ben là, ça va créer des défis. De la même façon pour vos enfants qui avaient, et vous, qui aviez l'habitude de sortir au quotidien, puis là, maintenant, vous vous retrouvez dans la maison comme on dit, de façon plus prolongée, parce que la réalité est, je peux sortir, prendre une marche, je peux aller faire le marché, mais en dehors de ça, il n'y a pas tellement d'activités qu'on peut faire. Donc, c'est de réaliser que tout ça va créer ces situations de friction, mais la friction ne veut pas automatiquement dire que tout va mal dans votre maison. Donc, si on continue, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quelles sont les choses auxquelles je dois réfléchir, comment est-ce que je dois gérer certains éléments. Je reviens un peu juste en arrière. OK, juste valider quelque chose, merci. Donc, ici, c'est de valider dans vos espaces respectifs, est-ce que je suis en mesure de reconnaître qui a besoin de quoi et quand? Donc, on parle d'observation, de regarder, de voir comment les choses se font, mais c'est un moment où on veut faire moins de comparaison, mais de s'assurer de fournir, de répondre aux besoins des différents individus, autant les enfants que les parents. Parce que si, même pour nous, en tant que parents, on est dans la maison 24 heures sur 7, la réalité est qu'on vivait notre quotidien, on se voyait en soirée, on se voyait au petit matin, on dormait ensemble, la vie était belle. Mais là, tout d'un coup, quand tout le monde est là 24 heures sur 7, ben, il y a peut-être un petit sentiment d'étouffement parce que j'ai plus d'espace à moi toute seule. Donc, quelles sont ces choses essentielles qui sont essentielles pour chacun des différents membres de votre famille pour qu'ils se sentent en contrôle de leur réalité, de leur environnement? Donc, ça, c'est quelques éléments sur lesquels il faudra réfléchir. Et aussi, comment est-ce que je peux créer, comme on dit, des zones d'espace pour que chacun ait ce sentiment que je peux vivre avec mon propre oxygène sans avoir tout le monde autour de moi. Et même si on parle de quelques minutes, ça peut être quelque chose comme, il y en a deux qui s'entendent super bien ensemble, qui vont prendre leur marche ensemble aujourd'hui versus tout le monde ensemble. Ou ça peut être tout simplement, ben là, il y a marche, je vais marcher tout seul. Et c'est correct, s'ils sont assez grands, ben on les laisse aller. Ça, quand on parle de reconnaître les déclencheurs de stress et d'anxiété, c'est de comprendre qu'est-ce que chacun de ces individus a besoin et comment est-ce qu'on les soutient dans cette conversation-là. Si on continue par rapport à établir une routine pour la maisonnée, l'aspect d'établir une routine fait référence au fait que en tant qu'être humain, on aime fonctionner, notre cerveau nous demande d'établir une routine pour savoir à quoi s'attendre. Donc, comme on est dans un espace où pour une période prolongée, je n'ai pas le contrôle de toute la réalité, bien, comment est-ce que je vais créer ce sentiment de certitude dans la maison? Et ça, c'est la routine. Donc, on peut établir des règles d'engagement qui seront différentes. Donc, tout le monde se couche au plus tard vers telle heure. Quand on se lève, tu te lèves quand tu veux, mais au plus tard, à telle heure, on se lève parce qu'on va faire telle chose en famille, que ce soit une marche ou que ce soit un déjeuner. On veut laisser une certaine flexibilité, mais on veut donner à nos enfants ce sentiment qu'il y a une structure puis que ce n'est pas la débandade totale. Parce que ça aussi, ça crée des stress autant pour les parents que pour les enfants. On veut pratiquer une certaine écoute active, ce que ça veut dire ici, comme vous voyez sur l'écran, on a tous une bouche, deux oreilles, ce qui veut dire qu'on devrait écouter beaucoup plus que parler. Dans ces moments de stress, qui sont ce sentiment d'être confiné, de ne pouvoir aller où on veut ou de faire ce qu'on veut, bien, c'est important de pratiquer de l'écoute active et de ne pas réagir aussi rapidement qu'on l'aurait peut-être fait dans d'autres situations parce que les gens sont déjà sous tension.
Donc, on parle ici aussi d'accorder à chacun des temps de solitude et ce sera en fonction de vos conversations avec les différents membres de votre famille pour déterminer, mais c'est quoi le temps de solitude? Temps de solitude peut dire, s'il y a quelqu'un qui dort dans le salon, au plus tard à telle heure, tout le monde a quitté le salon pour que cette personne puisse avoir son espace et dormir. Des petites choses, mais qui font une différence pour les individus. Et ici, on parle aussi de sortir prendre de l'air. Je vous recommande un minimum de 2 fois par jour si possible, dans le contexte où ça nous permet de changer l'air dans la maison et d'aller chercher de l'oxygène frais à l'extérieur. Et en même temps, pour les enfants, ça leur permet de faire sortir leur trop-plein d'énergie. Donc, c'est une façon comme une autre et dépendant l'âge de vos enfants, dépendant leur habileté physique, vous pouvez décider si ce sera une marche de 15 minutes, d'une demi-heure ou même d'une heure. Donc, c'est votre choix à vous dans cette conversation-là. Donc, quelles sont pour vous certaines des prochaines étapes à considérer? On parle ici de prendre soin de vous et de la santé mentale, votre santé mentale. Ça s'applique autant pour vous que pour les enfants. Parce que ce n'est pas parce que les enfants sont jeunes que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas qu'il y a quelque chose qui se passe autour d'eux et que ça leur crée des stress. Je ne peux plus aller voir mes enfants, mes amis comme je le faisais auparavant. Et là, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et si on ne vient pas apaiser ces petits moments d'anxiété, ce que ça va créer, c'est des défis au niveau des comportements et peut-être pour certains adultes, on se retrouve avec un petit, comme on dit, nuage noir autour de nous et on réalise pas qu'on le transporte partout où on se promène dans la maison. Je mentionne sur l'écran l'aspect de faire attention au cycle pensée, sentiment et action. Ça fait référence au fait que nos pensées vont déterminer les sentiments qu'on a pour ensuite déterminer les actions qu'on verra de façon évidente dans notre environnement. Donc, si pour moi, je suis stressée, ça va faire que je répondrai peut-être de façon un peu plus entre guillemets, raide aux enfants et qu'ils vont dire, mais maman, j'ai rien fait, pourquoi est-ce que tu me réponds comme ça? Et puis là, toi tu t'énerves et tu lui dis, va dans ta chambre. Là, voilà, on vient de créer un sentiment où il y a une petite friction, puis qu'il va falloir qu'on revienne pour gérer toutes ces émotions-là. Donc, ce qu'il faut noter dans cette conversation-là, c'est qu'on ne peut pas avoir une vie positive si on a un esprit négatif. Donc, ce que ça me demande, c'est de prendre conscience de ces pensées qui alimentent mes réflexions et de valider si elles sont positives et négatives. Puis quand elles sont négatives, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux le travailler et reconnaître chez moi ces moments d'anxiété qui changent mon comportement vis-à-vis l'environnement. Et ça va nous demander aussi peut-être à certains moments de travailler avec certains de nos enfants pour qu'ils reconnaissent aussi ces éléments-là. Donc, si tu t'es levé et tu es de mauvaise humeur, ce serait peut-être une bonne idée d'aller, comme on dit, prendre ta douche, te calmer un peu, puis on ira marcher, peut-être toi et moi, puis on va parler de ce qui dérange. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'observer, parce que ce sera notre plus grand rôle dans cette période-ci, c'est d'observer ce que la quarantaine crée dans la dynamique de famille et chez chacun des individus. Je vais m'arrêter ici. Je mentionne une autre chose, c'est que il y a une ressource qui est disponible qu'on a au site web que vous voyez sur l'écran qui vous permet de découvrir votre personnalité en moins de 90 secondes. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est de découvrir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et comment je m'assure de les avoir bien établies dans mon environnement. Parce qu'on a beau être tous de la même famille, ça ne veut pas dire que toutes nos valeurs et toutes nos façons de faire sont similaires. Donc, prendre le temps d'aller valider vous permettrait de mieux interagir l'un envers l'autre et c'est même très approprié, je dirais, si vous êtes en situation de couple et que vous sentez des frictions. Souvent, c'est au niveau des valeurs sous-jacentes qui ne sont pas clairement articulées qu'on a ces défis-là. Donc, comme je mentionnais, je vais m'arrêter ici.
pour avoir le temps de répondre à vos questions. Et, comme on dit, j'espère que s'il y a certains points de clarification, bien que vous me laissez savoir pour qu'on puisse poursuivre la conversation. Merci, Paula. Merci pour la présentation. Alors, comme je disais à nos participants, on va passer aux questions-réponses. Donc, vous avez au niveau de votre écran, vous avez l'onglet chat qui vous permet de poser des questions et vous avez aussi l'onglet Q&A qui veut dire questions et réponses où vous pouvez aussi poser des questions. La troisième option qui s'offre à vous, c'est de parler directement avec Paula. Ça va être plus interactif, mais ça dépend de vous. Tout ce que je vous demanderai, c'est dans ce cas de pouvoir vous annoncer au niveau du Zoom ou du chat pour que je puisse vous passer la parole. Alors, on va commencer. Je regarde rapidement s'il y a des questions qui sont déjà dans le chat et au niveau de Facebook aussi. Une seconde. Alors, la première question que je vois au niveau des discussions, c'est par rapport à ta présentation, Paula, tu es restée sur les enfants, beaucoup sur les enfants, mais pas sur le couple. Okay. Parce que la relation intrafamiliale, ça concerne aussi le couple. Absolument. Alors, quel conseil tu donnerais au niveau couple? À la base, c'est la communication, c'est de clarifier certains éléments, c'est de régler tous les éléments de discorde à l'extérieur de l'environnement des enfants. Donc, c'est un bon moment pour aller marcher et en discuter. L'idée, c'est que les enfants vont sentir les stress et ils vont sentir aussi la dissonance ou la discordance qu'il y a dans les discours des deux parents. Donc, il faudrait que vous preniez le temps de clarifier quel est le défi, quelles sont les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas et comment on peut trouver une solution. Comme je mentionnais, l'outil dont je vous parlais pour découvrir les personnalités est un outil fantastique pour valider qu'est-ce qui est important pour chacun de nous. La réalité, c'est qu'on peut s'aimer à n'en plus finir, mais quand on fait du 24 heures sur 24 jours, wow, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, comme on dit, on découvre certaines choses de nous-mêmes et de notre conjoint qui peut-être comme on dit, tout d'un coup, nous cause des remises en question. Donc, en parler franchement le plus rapidement possible, au lieu de rester en silence dans l'environnement ou de s'agripper à tue-tête et puis de créer des défis. Parfait, je regarde. Est-ce qu'on a une autre question? Une seconde. Alors, il y a Véronique qui a une question pour nous. Véronique, est-ce que tu souhaites la poser directement ou la mettre dans le chat? Directement. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que c'est possible qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas mis le son? Je vais vérifier. Que c'est vrai qu'on ne l'entend pas. Bon, en attendant qu'on puisse prendre Véronique, il y a une question de Monique qui dit « Bonjour, est-ce que tous les membres de la famille peuvent faire le test? » Techniquement, oui. C'est aussitôt que la personne peut comprendre la langue. Et en passant, j'ai oublié de mentionner, l'outil est en anglais, malheureusement. Il est seulement disponible en anglais. Donc, n'importe qui comprend ce qui est écrit peut le faire. Donc, à partir de 10 ans et autres, la plupart des enfants comprennent. Et après, ça nous permet, en tant que parents, de mieux déterminer comment on approche nos enfants. La réalité, c'est qu'on peut avoir 3 ou 4 enfants dans la même maison et chacun a une façon de faire qui est peut-être un peu différente, qui nous demandera de nous ajuster en tant que parents. Ce que je mentionne, ce que vous verrez aussi sur la présentation, vous avez mon information de site web. Si après avoir reçu votre rapport, parce que chaque fois que vous faites le test, vous recevez, pardon, vous recevez un rapport qui vous détaille un peu les particularités de qui vous êtes.
Et si vous avez besoin de clarification ou bien vous vouliez mieux comprendre certains éléments, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi gratuitement via le site web pour pouvoir mieux décortiquer. La réalité, c'est que comme on a tous des personnalités un peu différentes, ça va nous demander des ajustements qui seraient encore plus pertinents maintenant parce qu'on est tous ensemble. Et puis, chez nous, à l'époque, on avait une expression qui disait « ton pied, mon pied ». Ton pied, mon pied veut dire qu'on est ensemble tout le temps et puis que ça va super bien. Moi, je vous dis honnêtement, là, même quand j'avais, quand j'avais conjoint et à l'époque où on n'habitait pas ensemble, le ton pied, mon pied, ça me laissait avec un sentiment d'étouffement des fois. Parce qu'il y en a qui, ton pied, mon pied veut dire je suis avec toi 24 heures sur 24, tandis que d'autres personnes, on se parle ici de temps en temps. Donc, c'est clarifier tous ces éléments-là pour qu'on puisse savoir comment on fonctionne, pour que chacun soit confortable dans cette relation et cette dynamique. Alors, Véronique, c'est à toi. OK, allô? Oui, on t'entend. Oh, c'est bon. Allez, bonsoir Paola, bonsoir. Karine. Juste pour revenir donc à cette question-là relativement au couple, c'est bien ce que vous dites lorsque le couple est en de bons termes. Mais quelle est la situation au niveau des couples qui sont déjà dans des situations de conflit ou peut-être qui sont dans une instance de séparation, mais qui sont obligés aujourd'hui de vivre ensemble parce que le confinement ou la quarantaine a envoyé cela, les oblige à cela aujourd'hui? Je dirais que c'est une situation définitivement beaucoup plus difficile. Dans ces moments-là, il faudrait d'abord s'entendre sur quels sont ces éléments sur lesquels on ne négocie pas pendant la quarantaine et où est-ce qu'on va choisir de mettre nos priorités. Donc, ça fait un peu bête à dire, mais si vous avez des enfants dans la maison, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve une façon de s'entendre l'un l'autre sans créer plus de tension pour les enfants. Mais ça demande, ça a l'air bête à dire comme ça demande à tous les deux parents d'être adultes dans cette conversation. Parce que souvent, on arrive dans des périodes de difficulté parce que je suis blessée, parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées. J'ai de la difficulté à avoir une conversation ou même à te regarder sans voir du rouge. Donc, il va falloir chacun de votre côté que vous vous calmiez, que vous trouviez un terrain d'entente pour la période où tout le monde est dans la maison, quitte à, comme on dit, à s'entendre qu'à partir de telle date, on reprendra la conversation sur tel élément. Et je vous dis, c'est pas facile. Ce qu'il faut noter, c'est que partout, en tout cas au Québec, vous avez, si vous rentrez COVID-19 et COVID-19 ressources, vous avez toutes sortes de ressources qui sont disponibles au bout de vos doigts via téléphone. Donc, allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir fonctionner présentement et trouver un terrain d'entente. Parce que maintenant, il y a bien des choses qui sont disponibles via téléphone ou en ligne parce qu'on sait qu'on ne peut pas se voir de face à face. Donc, allez chercher l'aide dont vous avez besoin, surtout si vous remarquez que ça crée un impact trop négatif dans la maison. Ce qu'on sait, et je ne dis pas que c'est votre situation, c'est que dans une situation de confinement, il y a plus de chances qu'on se retrouve à expérimenter de la violence verbale ou conjugale. Donc, c'est ces éléments, physiques ou verbales, excusez-moi. Donc, ce qu'il faut noter, c'est de s'assurer qu'on ne vient pas créer encore des défis additionnels pour les autres membres de la famille. Donc, ça demande, comme je dis, en tant qu'adulte, qu'on se reprenne en main parce que la façon dont on agira va déterminer le comportement de nos enfants. Je vois une question sur l'écran qui dit « Pour revenir au sentiment d'étouffement, comment s'évader et recharger ses batteries dans cette situation de confinement? » Ce que moi je dis dans cette situation avec ce que j'ai de disponible, trouvez quelque chose qui vous fait du bien. Que ce soit prendre la douche avec de la musique à tue-tête, la porte bloquée,
faites ce que vous avez à faire, que ce soit aller prendre une marche d'une heure ou d'une demi-heure pour ne pas avoir à interagir avec qui que ce soit. Je regarde dans mon quartier, il y a une dame qui court, mais elle court dans un contexte où ça a l'air d'être beaucoup plus de frustration que tout simplement la portion d'exercice. Donc, faites ce dont vous avez besoin pour faire sortir le trop-plein. On est peut-être limité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exutoire autour de nous. Et encore, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, s'il faut que je prenne un téléphone pour appeler quelqu'un, là, puis il dit, moi, là, je suis plus capable. Si je reste 10 minutes de plus, je vais tuer quelqu'un. Ben là, c'est le moment de ta copine dit, bon, OK, prends ton téléphone, marche, parle pendant que tu marches. Je dis, parle pendant que tu marches et puis on va se parler à l'extérieur de la maison. Comme ça, on ne crée pas de défi dans la maison. Mais c'est reconnaître que j'ai besoin d'un système de support et ce n'est pas parce que je suis en confinement que ça veut dire que je suis, comme on dit, prise comme dans une prison avec ces individus qui sont là. Il y a toujours moyen de rejoindre quelqu'un d'autre. Là, il y a une autre question, juste avant celle que tu veux dire, qui dit: auriez-vous des suggestions pour équilibrer la charge des tâches domestiques, incluant ménage et école à la maison, pour que cela ne pèse plus sur la femme? Ça, c'est un gros morceau. Je m'étais fait une note d'en parler, puis j'ai oublié. Merci de le ramener à l'avant. Il faut réaliser, il y a certaines avancées qu'on avait fait avant le confinement qui vont regresser. Des fois, on le fait nous-mêmes sans même en avoir conscience parce qu'on prend certaines charges sur nous. Donc, je regarde dans mon environnement. Je parle de 3 jeunes adultes qui sont venus me rejoindre à la maison. La réalité est que rapidement, dans les quelques jours après qu'ils soient revenus, tout le monde est assis à écouter la télévision, à profiter du bon temps, puis on prend pour acquis que Madame Paula est à l'arrière et qu'il fait à manger. Mais c'est parce qu'on est tous adultes maintenant, on n'est pas à l'hôtel Paula. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on établisse des règles d'engagement et qu'on ait la conversation à savoir comment est-ce qu'on peut déléguer certaines tâches à d'autres individus parce que nous aussi, on aimerait survivre ce confinement. Donc, ça peut être que les plus grands vont faire les devoirs avec les plus petits. Ça peut être que s'il y en a un qui a plus de difficultés, moi, je travaille avec celui-ci, puis les autres se débrouillent tout seuls. Ça peut être que les enfants vont couper les légumes pendant que moi, je commence la préparation, mais tout le monde devrait mettre la main à la tâche. Mais ce que ça va demander, c'est que j'articule ce que je veux des autres membres de la famille. Parce que c'est, comme je dis, dans cette situation, c'est une opportunité de rééquilibrer les façons de faire dans notre environnement. Parce que si avant, j'étais à la maison, puis je m'occupais peut-être d'un jeune enfant, puis que ça n'avait pas l'air si lourd, là, maintenant qu'il y a 5 personnes dans la maison, puis qu'on s'attend à ce que je fasse le ménage, la salle de bain, le ci, le ça, puis pendant que tout le monde écoute la télé, bien, ma santé mentale, elle ne tiendra pas. Je vais craquer, puis après, les gens vont dire que je suis désagréable. Je ne comprends pas. Donc, c'est ces éléments. Comment est-ce qu'on a la conversation avec les gens autour de nous? OK. Il y a une autre question qui revient sur les tests. Alors, c'est à quelle fréquence doit-on faire le test? À quelle fréquence? Je vous dis, vous le faites une fois. Et parce qu'on est en situation de crise, ben peut-être certains comportements, certaines questions, vous y répondrez de façon différente. Mais au pire, allez, refaites-le quand le confinement est fini ou bien quand la situation a changé pour voir si quoi que ce soit a vraiment changé pour vous. Okay. Donc, c'est un test gratuit. Ne vous gênez pas. Je vous laisse aller là-dessus. Mais comme je dis, si vous avez besoin d'aide avec l'interprétation, ne vous gênez pas non plus à essayer de me rejoindre. Parfait. Il y a une autre question. Si mon conjoint ne veut pas prendre le test, comment puis-je utiliser le test sans comprendre qui il est? Très bonne question. Ce que je vous dirais, c'est faites le test. Et comme on dit, sur mon site web, comme j'ai mentionné, vous allez voir, prendre un rendez-vous avec Paula. Donc,
prenez un rendez-vous, puis on va travailler ensemble parce que je peux, en vous expliquant quel est le test et en vous posant quelques questions, on pourra élucider quelles sont les chances que votre conjoint soit de tel type de personnalité et quels sont ces éléments dont il a besoin. Parce que ce qui arrive en situation de stress, c'est notre élément le plus fort de notre personnalité qui revient à la charge. Donc, moi, je regarde en situation de stress, j'ai tendance à devenir très active. Comment expliquer? J'ai tendance à être très axée sur les résultats et prendre action rapidement. Certains gens vont dire, ben, tu ne m'as même pas donné la chance de te laisser savoir ce dont j'avais besoin. Puis, ben, c'est comme ça que je suis. Mais parce que je le sais, ben là, je réalise qu'il faut que je prenne un peu de recul. Puis là, je pose une question. Aurais-tu besoin d'eux? Est-ce que ce serait une bonne idée de façon à donner à l'autre personne l'espace pour qu'il prenne sa place? On a une autre question. Bonjour, peut-on élargir le nucléus et les suggestions si les grands-parents ou autres de la famille habitent avec nous? OK. Là, ça devient, et c'est pour ça qu'on parlait du nucléus intrafamilial. Et je comprends complètement la réalité parce que quand j'essaie de discipliner mes enfants, puis tu as les grands-parents derrière qui bougent la tête en disant, mais franchement, comment est-ce qu'elle va là comme ça? C'est quoi cette idée? Ben, ça aide pas. Donc, si tout le monde fait le test en même temps et qu'on commence à remarquer ce qui est important pour chacun des individus, on peut entamer une conversation où on leur laisse comprendre, voici pourquoi moi j'ai choisi de faire telle chose et je comprends que pour toi, blablabla, en bout de ligne, si on le fait comme ça, on arrive quand même tous les deux au même résultat. Donc, l'idée, c'est que quelque part dans cette conversation, que ce soit les tantes, les oncles, et puis je sais qu'il y a bien des gens qui me parleront plus après, c'est la partie où ce sont vos enfants, pas les enfants des autres. Ce que vous devez essayer de faire, c'est de vous assurer dans toutes vos décisions que je le fais pour le bien de l'enfant et pour son avenir. Pas le bien de l'enfant pour qu'il arrête de crier et de me fatiguer, mais le bien de l'enfant sur du long terme. Et c'est dommage parce que j'ai un livre que je vais vous le présenter là, mais c'est un livre que j'adore qui s'appelle Growing Up Again. Malheureusement, c'est une référence en anglais, mais ce que ça montre, c'est les différentes façons qu'on interagit dans nos familles qui sont peut-être positives ou un peu moins positives dans un contexte de développement de son identité. Donc, quand on a une idée et on clarifie certaines choses, parce que techniquement, quand vos parents, vos oncles ou bien vos tantes ou vos sœurs interviennent dans une conversation que vous avez avec votre enfant, ce que ça fait, c'est que ça diminue votre crédibilité aux yeux de l'enfant. Donc là, ça va créer des frictions, autant des frictions entre vous et l'enfant, mais des frictions entre vous et la personne qui fait les commentaires. Donc, comment est-ce qu'on établit les règles d'engagement pour qu'on puisse réaliser, si tu as quelque chose à me dire et que tu n'es pas d'accord avec ce que je choisis de faire, on aura cette conversation à part, toi et moi, et non pas devant tout le monde et que les enfants, là, parce que soyons honnêtes, là, les enfants, dès leur naissance, ils comprennent le principe diviser pour mieux régner. Donc, si moi, je sais que papa ne veut pas que je mange des bonbons, ben, je ne demanderai pas des bonbons quand papa est là. Mais aussitôt que maman veut que papa sorte de la pièce, je fais un sourire à maman, puis je demande bonbons, puis maman me donne. Ben là, vous le voyez, l'enfant, il joue des deux côtés. Donc, c'est de réaliser comment je gère ces éléments-là pour éviter, parce que ce qu'on passe comme message à l'enfant n'est peut-être pas ce qu'on voudrait qu'il retienne. Donc, comment est-ce que je travaille aussi avec cet élément-là? OK. Je passe à la question suivante, Paula. Alors, certaines familles ont connu des coupures de salaire. Oui. La société fait en sorte que l'homme se sente comme le pourvoyeur. Oui. Comment avoir la conversation pour éviter les conflits? OK. Et mon Dieu, il y a tellement de niveaux de conversation dans cette question-là. L'idée, c'est que souvent, et c'est malheureux, la façon dont on est élevé dans nos communautés, c'est à l'effet que l'homme doit être le pourvoyeur.
Donc, j'étais peut-être arrivée ici, j'avais mon petit travail qui me permettait, mon petit ou mon gros travail qui me permettait d'avoir plus de flexibilité au niveau monétaire. Puis tout d'un coup, il y a coupure et je n'ai plus cette flexibilité-là. Ce que ça demande encore, c'est d'avoir des conversations. Et on reviendra toujours au point de départ, c'est-à-dire que si vous êtes ensemble dans un même espace, si vous êtes ensemble en tant que couple, il faut que vous vous parliez. Si vous ne vous parlez pas de ce que ça veut dire pour vous, chacun de ces éléments-là, ben c'est là que vous allez vous retrouver dans des zones de friction plus marquées. Je me rappelle à une époque avec mon conjoint, je travaillais, lui ne travaillait pas. Et pour lui, devoir me demander d'aller chercher s'il pouvait aller acheter quoi que ce soit ou prendre quelque chose ou prendre ma carte pour faire quoi que ce soit, ça le dérangeait. Ben, ce qu'on avait convenu, c'est qu'on avait sur le compte 2 cartes, tu as un montant, tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, mais pour tout achat de plus de 100 $, tu me laisses savoir que ça s'en vient. Comme ça, on sait exactement ce qui a été dépensé et sur quoi on fonctionne. Donc, c'est vraiment trouver des façons de permettre à chacun de gérer. En tant qu'adulte, vous ne devriez pas avoir à supplier quelqu'un pour qu'il vous donne l'argent pour aller faire le marché et que pendant que je suis là-bas, je vois un rouge à lèvres qui me plaît, qui est à 2 $ et que je ne peux pas prendre parce qu'on va me demander où est le 2 $. Donc, c'est vraiment ces éléments. Comment est-ce qu'on peut avoir cette conversation? C'est, comme on dit, on ne va pas avoir toutes les conversations en même temps durant le confinement, mais c'est dans ces moments-là, quand on est dépendant, beaucoup plus dépendant l'un de l'autre, que vous allez voir ces irritants refaire surface. On a une autre question. Alors, oui. Cette période peut être une opportunité de découverte et redécouverte de passion. Oui. Comment booster notre créativité lorsque toutes les journées semblent se ressembler? Super belle question, j'adore. Et je ne sais pas quelle est votre réalité en tant que telle. Moi, chez moi, parce que j'ai toujours aimé travailler manuellement, j'ai des plantes à n'en plus finir, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que ça me fait plaisir. Donc, je sors ma créativité de cette façon-là. J'ai aussi, comment on appelle ça, un tas de livres, mais ça, ce n'est pas côté créativité, c'est développer de l'esprit. Donc, c'est de trouver quelles sont ces choses qui vous font plaisir et qui vous permettent de recharger vos batteries. Pour certains gens, c'est des jeux de société en famille. Pour certains autres, ce serait écouter de la musique tranquillement ou bien de façon un peu plus évidente où tout le monde danse en même temps. Il n'y a pas de pépin, mais c'est trouvé. Par rapport aux enfants, souvent, ce qu'on peut faire dans ces périodes de confinement, c'est de demander aux enfants de préparer un petit spectacle. Puis, ils ont la latitude sur certains éléments et peut-être une fois par semaine, vous êtes responsable de telle activité et c'est à vous de gérer. Ça leur permet d'apprendre l'autonomie et de travailler aussi sur la créativité. Donc, c'est vraiment que ce soit en dessinant, que ce soit en faisant de la couture, trouvez ce que vous avez autour, même si c'est des petits bricolages. Je me rappelle à une époque, avec mes filles, on allait chercher des roches à l'extérieur, puis on peignait nos roches et ils faisaient un dessin, puis après ça, il fallait mettre l'autographe parce que juste au cas où ça devenait une pièce populaire, puis il reste dans un musée. Donc, c'est trouver des petites choses que vous avez autour de vous. Et si vous allez sur que ce soit YouTube ou Google, puis vous faites une recherche pour bricolage facile ou quoi que ce soit, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire en étant à l'intérieur de la maison avec les choses que vous avez dans la maison. Et ça, comme on dit, ça détend. Mais si par contre, faire du bricolage vous fait, comme on dit, vous fait monter la pression parce que vous êtes trop compétitif, ben peut-être passer à autre chose. Donc, c'est trouver ce qui nous convient. Alors, j'ai une autre question. Je suis maman monoparentale. Je travaille, difficulté de travail de la maison et prendre soin des enfants. As-tu des conseils? OK. Premièrement, maman monoparentale, se souvenir que même les professeurs ne sont pas professeurs 24 heures sur 7.
Donc, ça veut dire, il faut que je m'accorde du temps de répit, trouver quand le temps de répit me convient le mieux, mais il faut que je m'accorde du temps de répit. Et la première des choses, c'est que je me souvienne que je fais le mieux que je peux avec la réalité que j'ai. Donc, souvent, on essaie de se comparer avec d'autres gens et c'est là que ça vient nous créer des défis additionnels. Donc, c'est vraiment de partir du point de départ, à savoir, si je n'étais pas là, ces enfants ne seraient pas aussi bien qu'ils sont là maintenant. Donc, même si je ne suis pas la maman parfaite qui fait les devoirs sans jamais s'énerver et puis qui brûle jamais rien à la cuisine, je vous dis, moi, j'ai tout fait ça. Donc, c'est la partie où je dois prendre le temps de m'apprécier moi-même avant de pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas, souvent on nous dit dans l'avion, si les masques à oxygène tombent, il faut que je mette le masque à oxygène sur moi d'abord avant de le mettre sur mon enfant. Ça vient du fait que si je ne m'alimente pas moi-même, si je ne, comme on dit, je ne nourris pas mon corps, mon esprit, mon cœur, ben c'est difficile pour moi de donner quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Donc, avec des enfants en jeune âge, ben, ils auront du temps où ils seront peut-être, comme on dit, pendant qu'ils sont couchés, ou je vais dire, je les couche à 8 heures, parce que si ça va plus tard que ça, là, m'a tué quelqu'un. Puis là, c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc, c'est de réaliser quelles sont mes limites et de m'assurer d'établir un horaire pour la famille qui me convient à moi et à mes enfants. C'est pas parce que les enfants sont maintenant avec moi 24 heures sur 24 que ça veut dire que je dois être à leur service 24 heures sur 24. C'est un beau moment pour leur apprendre l'autonomie. C'est un beau moment pour leur apprendre à développer certaines compétences. Donc, peut-être qu'une journée, ce sera un qui sera responsable du déjeuner. Même si le déjeuner, c'est des céréales avec du lait, il a mis la table, il a tout installé, puis on vient s'asseoir, on va manger des céréales avec du lait, puis ça finit, puis là, puis on lui dit merci, c'était un super bon déjeuner. Puis si l'autre, le lendemain, il dit, ben, je veux faire des crêpes, si vous savez qu'il est capable de faire les crêpes, c'est une chose. S'il n'est pas capable de le faire, bien là, ça va devenir une activité de famille où on se met tous ensemble puis on le fait pour créer des souvenirs agréables. Parce que, en dépit du fait qu'on est dans un contexte de confinement, c'est un peu comme des vacances d'été qui n'ont pas de date de fin. Et idéalement, la plupart des parents, quand les vacances d'été commencent, le début de l'été, ils sont super contents. Puis arrive vers la fin de l'été, là, on est tellement prêt à les mettre dehors. S'il vous plaît, prenez-les. Bien là, c'est de réaliser, OK, parce qu'il y a certaines choses, il faut que je me retrouve quand même dans cette réalité. Donc, trouver une façon de bâtir dans cette relation des limites où chacun peut peut se permettre de reconnaître qu'est-ce que chacun de vous a besoin. Donc, peut-être, chérie, je ne peux pas chanter avec toi maintenant. Maman est en train de faire telle chose. Donne-moi une demi-heure, puis ensuite, on va chanter ou on va apprendre ta nouvelle chanson ensemble. Et ça finit là. Mais c'est à vous de déterminer cet aspect-là et de ne pas laisser les enfants vous amener dans ces moments où il y a la débandade totale. On a une autre question. Alors, pour les parents qui ont plusieurs enfants, 16, 13 et 10 ans, conseillez-vous aux parents de discuter des résultats du test d'encode en famille ou individuellement avec chaque enfant? Moi, ce que je vous dirais, ça dépend de qui sont les enfants et à quel point ils sont matures dans cette conversation-là. Le défi serait parce que quelle que soit la façon dont on le présentera, vous ne voulez pas que chacun des enfants parte avec un message qui a un comportement qui est meilleur que l'autre. Donc, c'est comment est-ce qu'on va avoir la conversation. Et pour ça, je vous suggérerais peut-être qu'on aurait d'abord une conversation pour valider ce que chaque élément veut dire, puis ensuite, on travaille ensemble. Parce que je vais vous dire, même quand tout va bien, admettons qu'il y a un de vos enfants qui est un peu plus fonceur, il y a des gens qui vont utiliser le terme, comment on appelle ça? C'est quoi le terme qu'on utilise souvent?
En anglais, c'est daredevil. Il est un peu plus cascadeur. Il est toujours en train de chercher les problèmes. Mais en fait, c'est parce qu'il fait preuve d'initiative et qu'il est fonceur. Donc, c'est dépendant comment on le présente, bien, ça va créer peut-être des défis. Donc, ça vaut la peine de bien comprendre l'outil avant de le partager avec les autres. OK. Donc, je ne sais pas si on a de nouvelles questions parce que moi, je n'en vois plus. Donc, on est à 10 minutes de la fin. Paula, est-ce que tu as quelque chose à compléter? Si je pouvais dire quoi que ce soit à tous les parents qui sont là-bas, c'est première chose, c'est de s'assurer que je prends soin de moi. Parce que si je ne vais pas bien, mes enfants vont le ressentir. Si je suis stressée, mes enfants vont le ressentir. Si, comme on dit, on va s'entendre, on va être honnête avec nous. Si on est dans un espace étroit et tout le monde est l'un par-dessus l'autre, il n'y a pas moyen qu'on ne va pas s'agripper par moment. Donc, c'est de reconnaître ou de permettre à tout le monde de reconnaître, OK, si tu as besoin en anglais, ils utilisent un time-out, ben c'est correct. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu aies une dispute avec ton frère pour prendre ton time-out. Donc, on les éduque à se reconnaître eux aussi pour pouvoir déterminer ben, quels sont les comportements qui seraient efficaces. L'idée, comme je dis, on est dans cette période de confinement, dans votre petite maison, c'est un peu comme si on est dans un laboratoire humain où on apprend à se gérer l'un l'autre dans cette nouvelle réalité. Et comme mentionné un peu plus tôt, les déclencheurs de stress pour chacun de nous sera différent. Pour ma fille, ce sera peut-être le fait qu'elle veut aller prendre son bain puis qu'elle veut rester pendant 1 heure dans le bain et que son frère est de l'autre côté de la porte puis qu'il n'arrête pas de frapper. Je vais aller à la toilette, je vais aller à la toilette, je vais aller à la toilette, ouvre la porte. Bien, là, c'est validé. Bien, peut-être la prochaine fois que tu voudras prendre ton bain, assure-toi que tout le monde a fait ce qu'il avait à dire. Le maximum de temps que tu as dans la salle de bain, c'est temps et que tout le monde respecte ces règles-là. Donc, c'est pour ça que la structure est importante. C'est pour ça que mon rôle en tant que parent, c'est d'essayer d'anticiper les frictions pour qu'on ne se retrouve pas toujours à les séparer pour éviter les défis. Et ça s'applique autant avec moi et mon conjoint, là. Si je sens que je suis très nerveuse, très énervée d'avance, là, ben c'est peut-être le moment où je te dis, chérie, moi, je vais prendre une marche. Puis il dit, non, tu dis, non, je vais prendre une marche. Donc là, quand je pars, je prends la marche. Lui a compris, OK, ça allait pas bien. Quand tu reviens, si tu reviens avec un grand sourire, la vie est belle. Si tu reviens, puis le sourire est toujours, ben là, c'est comme, as-tu besoin d'autre chose, chérie? C'est juste ça qu'il te demande, mais c'est apprendre à se connaître et se reconnaître afin d'éviter les difficultés. Donc, merci beaucoup, Paula. J'ai essayé de ne pas éclater du rire à plusieurs fois. Donc, excuse-moi, je ne suis pas toujours ce qu'on appelle très formel dans mes enseignements. C'est correct. C'est complètement correct. Donc, avant de pouvoir fermer, il nous reste 10 minutes. Oui, on est à 14h50. Donc, je vais juste annoncer les 2 événements qui arrivent. On a le café rencontre de la semaine prochaine qui est sur comment identifier les violences conjugales. Comment les identifier, aussi bien qu'aux violences au niveau moral qu'au niveau physique, pour éviter certains gestes et aussi comment aussi se protéger lorsqu'on est face à ce genre de choses. Et le vendredi suivant, donc je pense que ce sera le jeudi, ce sera comment trouver un emploi en période de confinement. Donc, à tous, je souhaite, l'inscription sera sur notre page Facebook, donc je souhaite que vous puissiez y participer. Merci à Paula pour cet enseignement qui était très instructif. À tous, j'enverrai aussi la présentation à la fin de la séance. Donc, je vous souhaite, si vous n'avez pas d'autres questions, je n'en vois plus. Donc, je vous souhaite un bon après-midi et je vous souhaite on se dit à vendredi prochain. Merci. Bye, prenez soin de vous.